into town a-riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it macaroni. L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Tout au long du 19e siècle, le judaïsme américain va connaître une progression foudroyante et passer de quelques milliers de personnes à plus de 5 millions, parce que les vagues d'immigration vont être considérables. Elles commencent doucement dans les années 1810-1820. Les premiers juifs qui rejoignent les petits groupes de séfarades qui sont sur le territoire des États-Unis sont des juifs allemands qui quittent l'Allemagne dans les années 1810-1820 en raison de la misère provoquée notamment par les guerres napoléoniennes. Puis un peu plus tard, dans les années 1820-1840, ils seront plus nombreux, ces juifs allemands, à quitter le territoire de la Prusse notamment, parce que le gouvernement prussien avait promis aux juifs l'égalité complète qu'il ne leur accorde pas. Et les juifs ne connaissent qu'une certaine tolérance, mais pas plus. Et donc, beaucoup de juifs estiment que la terre de la liberté pour eux, comme pour beaucoup d'immigrants, pour des raisons différentes, ce sont les États-Unis. Et donc, jusqu'au début des années 1880, l'immigration juive aux États-Unis sera essentiellement une immigration allemande, et donc, et c'est important de le noter, une immigration qui, religieusement, est une immigration libérale. Cela explique que ce soit le judaïsme libéral qui domine les États-Unis encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi ce judaïsme est-il libéral ? Parce que le judaïsme allemand est, depuis le début du XIXe siècle, essentiellement un judaïsme réformé, qui s'est éloigné de l'orthodoxie, et c'est lui qui émigre aux États-Unis. Il faut bien dire également que pour les Juifs qui s'installent dans les grandes villes américaines de l'époque, et qui sont d'ailleurs installés plutôt dans des villes comme Cincinnati, qui est la première ville juive aux États-Unis par la population au milieu du XIXe siècle. New York ne jouera son rôle qu'un peu après. Les Juifs sont à Cincinnati, dans l'État de Rhode Island, où à Newport, il y a une très ancienne synagogue, la synagogue Touro, qu'on peut toujours voir aujourd'hui. Certains vont à la Nouvelle-Orléans. Et New York ne joue encore qu'un rôle secondaire. Ces Juifs, donc, sont installés dans différentes villes, dans un État très grand, les États-Unis, qui, même s'il ne comporte à l'époque qu'une vingtaine d'États, couvre toute la côte atlantique jusqu'au Mississippi, puisque les Américains rachètent la Louisiane à la France en 1803. Et donc, les Juifs sont dispersés sur un territoire très vaste, ce qui les contraint à pratiquer, puisqu'ils sont très peu nombreux sur ce vaste territoire, un judaïsme, je ne dirais pas light, mais un judaïsme qui ne peut pas connaître les contraintes de l'abattage rituel, de la cacheroute, parce que ce sont des petits groupes, sinon des individus, qui s'installent dans telle ou telle ville, comme colporteurs, comme fripiers, comme prêteurs d'argent, comme petits commerçants. L'image classique, c'est celle du juif colporteur qui ouvre un entrepôt dans la ville, qui devient un commerce et qui s'installe durablement. Donc, il ne peut pas, même s'il le voulait, il ne peut pas pratiquer la religion comme on la pratiquait en Europe. L'abattage rituel est impossible, une cacheroute, donc une cacheroute stricte, est également impossible. Et encore une fois, la plupart de ces juifs n'ont pas quitté le vieux continent et notamment l'Allemagne pour retrouver les contraintes qu'ils avaient en Europe. Donc, ils sont juifs, ils le savent, ils le veulent, mais ils pratiquent le judaïsme réformé à l'allemande, et non pas comme dans les ghettos des pays de l'Est,
qui de toute façon n'enverront leurs immigrants que plus tard. Donc, globalement, jusque dans les années 1880, les Juifs américains sont d'abord des Juifs allemands. Alors, ils vont affronter la guerre de sécession en étant essentiellement du côté nordiste. Ils vont plutôt au nord qu'au sud, parce que la richesse est plutôt là, parce que le développement économique est plutôt là. Néanmoins, il y a quelques Juifs qui vivent dans le sud. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de soldats juifs dans l'armée du général Lee, l'armée sudiste confédérée. En tout cas, il y en a eu beaucoup dans l'armée du Nord, du général Grant et d'Abraham Lincoln. Alors le général Grant, qui commande les troupes nordistes, les troupes yankees, n'aimait pas les Juifs. Quand il en trouvait, il leur demandait d'aller plus loin et il n'avait aucune envie de les voir. Il a fallu que Lincoln, qui lui, naturellement, n'était pas du tout antisémite, le rabroue et condamne ces faits pour que Grant accepte de reconnaître que les Juifs peuvent s'installer là où ils veulent. Donc, c'est ce qui se passe et les Juifs commencent à jouer un rôle en Amérique. Ils avaient commencé dès les années 1820 avec, par exemple, un diplomate qui s'appelait Noah, qui a été représentant des États-Unis en Tunisie devant le bey de Tunis, qui était un écrivain, un officier de marine qui s'appelait Phillips et qui a lutté contre les châtiments corporels dans la marine et qui a obtenu leur interdiction par le Sénat américain. Mais c'est surtout après la guerre de sécession que les Juifs vont jouer un rôle plus important dans la vie américaine, même si de grandes institutions juives ont été fondées avant, comme le Bnei Brit, par exemple, qui a été créé en 1843 et qui peu à peu va se développer. Mais c'est vraiment après la guerre de sécession que le développement va être important. The music and the step and